Depuis aussi longtemps que je me souvienne, mes mains ont toujours su trouver leur chemin dans les poches, glissant entre les tissus sans un bruit, frôlant à peine la peau des inconnus. Je suis un voleur, un véritable fantôme dans la foule. Les gares routières, les marchés bondés, les rues animées, voilà mon territoire. Là où l'agitation règne, où les esprits sont ailleurs, distraits par une conversation, un téléphone, une valise trop lourde à porter. C'est dans ces moments-là que je frappe. D'un geste précis, rapide, chirurgical. Il suffit d'un battement de cils, d'un instant d'inattention, et je disparais avec mon butin. Je ne vole pas pour le plaisir, ni même par cruauté. C'est ma survie, mon quotidien. Prendre sans me faire prendre. Voilà la règle d'or. Ce jour-là, la gare routière est comme d'habitude, bruyante, débordante de voyageurs pressés, de mères agrippant leurs enfants turbulents, de vendeurs criant leur promotion du jour. Les moteurs des bus grondent, un haut-parleur grésille en annonçant un départ imminent. Je me fonds dans la masse, les yeux en alerte, repérant les poches mal fermées, les sacs entr'ouverts, les valises délaissées. Mais ce n'est pas n'importe quelle cible qui attire mon attention. Un vieil homme. Vêtu d'un long manteau élimé, le visage marqué par l'âge, il avance lentement, traînant derrière lui un sac en toile usé. Rien d'extraordinaire en apparence, et pourtant, il le serre contre lui avec une précaution qui m'interpelle. Il marche avec difficulté, mais son regard ne quitte jamais son sac, comme s'il transportait quelque chose d'inestimable. Je l'observe, intrigué. Il s'arrête devant le bus, parle au préposé des bagages, mais à voix basse, trop bas pour que je l'entende. Son visage est tendu, inquiet. Il hésite un instant. Puis, lentement, à contre-cœur, il tend son sac à l'homme chargé des bagages. Je ressens cette montée d'excitation, cette intuition presque animale qui me souffle que ce sac n'a comme les autres. Il contient quelque chose de précieux, quelque chose qui pourrait changer ma vie. Et cette pensée scelle mon destin. Je vais le prendre, coûte que coûte. L'idée ne me quitte plus. Ce sac, ce que le vieil homme cache à l'intérieur, je le veux. Mais il ne suffit pas de vouloir, il faut un plan. Je le regarde monter dans le bus, toujours avec cette expression inquiète. Il s'assoit près de la fenêtre, ses mains crispées sur ses genoux. Il ne jette même pas un regard derrière lui. Son esprit est ailleurs, préoccupé. Parfait. Je me fonds dans la foule des passagers, me mêle à ceux qui embarquent. Pas de geste brusque, pas de précipitation. J'achète un billet au hasard, monte à bord et repère un siège à quelques rangées derrière lui. D'ici, je peux l'observer sans éveiller les soupçons. Le voyage commence. Les paysages défilent derrière la vitre, mais mon attention est ailleurs. Le sac n'est plus dans les mains du vieil homme. Il repose désormais dans le compartiment à bagages, parmi d'autres sacs et valises. Chaque arrêt, je surveille. Il ne bouge pas. Il ne descend pas. Il attend quelque chose. Puis enfin, l'opportunité se présente. Le bus fait une halte prolongée dans une petite ville poussiéreuse. Une pause d'une vingtaine de minutes, le chauffeur l'annonce. Certains passagers descendent pour aller boire un café, d'autres se dirigent vers les toilettes ou les stands de nourriture improvisés. Le vieil homme hésite, regarde le couloir du bus comme s'il ne voulait pas s'éloigner. Finalement, il se lève lentement, attrape sa canne et descend en titubant. Mon cœur bat plus vite. C'est le moment. Le compartiment à bagages est juste au-dessus de ma tête. Je jette un regard autour de moi. Personne ne fait attention. D'un mouvement fluide, naturel, je me lève, tends la main et attrape le sac. Il est plus lourd que je ne l'imaginais. Bien plus lourd. Une seconde d'hésitation, une goutte de sueur sur ma tempe. Puis je l'agrippe fermement et descends du bus. Marchant d'un pas rapide mais maîtrisé. Ne pas courir, ne pas se retourner. L'adrénaline brûle mes veines, mais je me force à respirer calmement. Dans quelques secondes, je serai hors de portée. Et ce sac sera à moi. Je marche vite, le sac fermement serré contre moi. Chaque pas m'éloigne un peu plus du bus, de ce vieil homme qui, à cet instant, ne se doute probablement pas encore que son bien a disparu. Ne pas se précipiter, ne pas attirer l'attention. Je me faufile dans une ruelle secondaire, vérifie rapidement derrière moi. Personne ne me suit. Je respire mieux. Quelques minutes plus tard, j'arrive enfin chez moi. Un petit studio miteux, mais suffisant pour nous, Cynthia et moi. En ouvrant la porte, elle lève les yeux depuis le canapé où elle était affalée, un téléphone à la main. « Qu'est-ce que t'as volé cette fois ?» demande-t-elle, un sourire en coin.
Je ne réponds pas tout de suite. Je dépose le sac sur la table avec précaution. Il est plus lourd que prévu. Mon instinct me souffle qu'il y a quelque chose d'inhabituel ici. Ce n'est pas un simple vol comme les autres. Cynthia se redresse, intriguée par mon silence. « Eh bien, ouvre-le !» Ces mots font écho à ma propre impatience. Mes doigts tremblent légèrement tandis que je saisis la fermeture éclair. Zip. Lentement, le sac s'ouvre. Et là, sous nos yeux, s'étalent des liasses de billets. Des montagnes, empilées avec une précision maniaque. Des billets neufs, parfaitement alignés, comme si quelqu'un les avait rangés avec un soin extrême. L'air se fige. Cynthia porte une main à sa bouche. « Oh putain !» murmure-t-elle, la voix tremblante. Je n'arrive pas à respirer. Il y en a trop, bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. C'est un véritable trésor. C'est une blague? D'où ça sort tout cet argent? Je n'ai pas la réponse. Mais à cet instant, une seule pensée traverse mon esprit. On vient de toucher le jackpot. Je reste là, figé devant la montagne de billets, le cœur battant à tout rompre. C'est irréel. Il y en a tellement que je ne saurais même pas dire combien. Des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Cynthia se remet de son choc plus vite que moi. Elle tend la main, saisit une liasse, la feuillette rapidement, comme pour s'assurer que ce n'est pas de la fausse monnaie. « C'est du vrai !» souffle-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Elle éclate de rire, un rire à la fois nerveux et euphorique. « Putain, on est riche !» Je passe une main tremblante sur mon visage, essayant de remettre mes idées en place. J'ai volé un sac au hasard, pensant y trouver un portefeuille, quelques objets de valeur peut-être. Mais jamais je n'aurais imaginé ça. « Il faut qu'on fasse attention, dis-je finalement d'une voix prudente. Cynthia lève un sourcil, amusée. « Tu réalises ce que ça veut dire? Plus besoin de vol minable, plus de galères. On peut tout avoir. » Je voudrais partager son enthousiasme, mais quelque chose me dérange. Ce sac, il était trop bien rangé, l'argent trop soigneusement empilé. Quel genre de personne transporte une telle somme en liquide? Et surtout, pourquoi? Mais l'excitation prend vite le dessus. On commence à rêver, à faire des plans. Une nouvelle vie, loin d'ici. Nous décidons de mettre une partie de l'argent de côté et d'en garder juste assez pour fêter ça. Dîner dans un grand restaurant, acheter quelques vêtements hors de prix. Ce soir, on célèbre notre victoire. Mais le lendemain matin, tout bascule. En me réveillant, la première chose que je fais, c'est rouvrir le sac, juste pour revoir mon trésor. La fermeture éclair glisse sous mes doigts et mon souffle se coupe net. Il y a plus d'argent qu'hier. Beaucoup plus. Les liasses semblent s'être multipliées. Elles débordent presque du sac. Je recule d'un pas, le cœur battant plus vite. « Cynthia, viens voir ça !» Elle s'approche, encore ensommeillée, mais dès qu'elle pose les yeux sur le sac, son expression change du tout au tout. « Attends, c'est pas possible, balbutie-t-elle. On en a pris hier soir, non? Je hoche lentement la tête. Oui, on en a pris, mais le sac ne semble pas vouloir se vider. Au contraire, il continue de se remplir. Et ça, c'est pas normal. Je referme lentement le sac, mes doigts légèrement tremblants. Mon cœur bat plus vite que d'habitude. Ce n'est pas normal. Cynthia reste figée devant le spectacle des billets qui semblent s'être multipliés dans la nuit. Elle ouvre la bouche, puis la referme, incapable de trouver les mots. « T'as mal compté », finit-elle par dire, plus pour elle-même que pour moi. Je secoue la tête. « Non, je suis sûr de ce qu'on a pris hier. On a pris plusieurs liasses, et maintenant, il y en a encore plus qu'avant. » Un silence pesant s'installe. Je sens un frisson remonter le long de ma nuque. Puis Cynthia éclate de rire, un rire nerveux, presque hystérique. « Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tant mieux non? Ce sac est un putain de miracle. » Elle plonge la main dans le sac et en sort une poignée de billets, les lançant en l'air comme une pluie de richesse. Mais moi, je n'arrive pas à me réjouir. Quelque chose ne va pas. L'instinct qui m'a toujours guidé dans la rue, celui qui m'a sauvé de la police, des mauvais coups, des pièges, me hurle de me méfier. Mais Cynthia n'écoute pas. Elle parle déjà de ce qu'on va faire avec cet argent, de nos nouveaux rêves. Puis mon téléphone sonne. Je sursaute. Le numéro est inconnu. Un mauvais pressentiment me serre la poitrine. Je décroche. « Allô ?» Un silence, puis une voix lourde, étranglée par l'émotion. « C'est ton oncle. » Je fronce les sourcils. Il n'a jamais été du genre sentimental. « Je suis désolé, souffle-t-il finalement. C'est ton père. Il y a eu un accident. » Un bruit blanc explose dans ma tête. « Quoi? Quel accident? Ton père?
ton frère, ta petite sœur. Chaque mot est une lame glacée qui s'enfonce dans ma chair. Ils ont été percutés par une voiture. Le conducteur a perdu le contrôle. Ils sont morts sur le coup. Le sol se dérobe sous mes pieds. Je sens le téléphone glisser de mes doigts. Le monde devient flou. Non, pas eux. Pas comme ça. Cynthia me regarde inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Puis mon regard se pose sur le sac. Un doute atroce s'insinue dans mon esprit. Je veux croire à une coïncidence. Je veux croire que c'est juste le destin. Mais au fond de moi, je sais. C'est le sac. Le silence dans la pièce est assourdissant. Cynthia continue de me fixer, inquiète. Je ne peux même pas lui parler. Les mots restent coincés dans ma gorge, noyés par l'onde de choc qui vient de me frapper. Mon père, mon frère, ma petite sœur, morts. Je ressens une douleur sourde dans ma poitrine, un vide qui s'ouvre sous mes pieds comme un gouffre sans fond. Puis, lentement, mon regard dérive vers le sac. Il est toujours là, posé sur la table, débordant de billets comme s'il n'attendait qu'une seule chose, que je le touche encore. « Hé !» souffle Cynthia en posant une main sur mon bras. « Dis-moi ce qui se passe. » Ma voix est brisée quand je murmure. « Ils sont morts, tous les trois. » Elle recule d'un pas, les yeux écarquillés. « Quoi ?» Je hoche lentement la tête, incapable de répéter. Elle se passe une main sur le visage, sous le choc. C'est affreux. Je suis désolé, vraiment. Puis elle jette un regard au sac, comme si elle venait de penser à la même chose que moi. Tu crois que je ne veux pas répondre, je ne veux pas y croire. Mais une semaine plus tard, un nouvel accident frappe. La sœur de Cynthia, elle travaillait dans une usine, une machine défectueuse s'est emballée et lui a broyé la main. Amputation immédiate. Cynthia est bouleversée. « C'est pas normal, » murmure-t-elle en pleurant. « C'est pas normal. » Je serre les poings. « Ce sac !» commence-t-elle. « Tu crois que... » Je l'interromps, la voix tremblante. « Je sais pas, ok ? Je sais pas. Mais au fond, je sais déjà. Et ce n'est pas fini. » Quelques jours plus tard, mon cousin a un accident de voiture. Il survit mais tombe dans le coma. L'angoisse monte en moi comme une vague noire. À chaque fois que je touche l'argent, quelqu'un souffre. Ce n'est plus une coïncidence. Cynthia refuse d'approcher le sac désormais. Elle me supplie, brûle-le, débarrasse-t'en, avant qu'il ne soit trop tard. Mais quelque chose me retient. Peut-être parce que je ne veux pas croire que c'est réel. Peut-être parce qu'une part de moi est toujours tentée par l'argent, par cette richesse infinie, même si je sais que chaque billet est payé en sang. Je fixe le sac comme s'il pouvait me répondre, comme s'il pouvait me dire pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi cet argent? Pourquoi la mort qui s'accroche à chaque billet? Cynthia refuse d'y toucher. Elle garde ses distances comme si c'était une bête venimeuse prête à nous mordre. Détruis-le, supplie-t-elle. Fais quelque chose. Alors j'essaie. D'abord, je le brûle. Derrière l'immeuble, je place le sac dans un vieux bidon métallique. J'y mets une poignée d'allumettes, verse même de l'essence dessus. Les flammes s'élèvent, dansent, rugissent. Mais quand elles s'éteignent, le sac est toujours là. Pas une seule trace de brûlure. Mon sang se glace. Je rentre en courant, haletant, et Cynthia comprend à mon regard. « Non », murmure-t-elle. Je prends un couteau de cuisine et tranche le tissu de toutes mes forces. La lame glisse, comme si j'essayais de découper du métal. Pas une éraflure. Je le balance par la fenêtre, l'entends s'écraser dans la rue en contrebas. Quand je reviens dans l'appartement, il est là, sur la table, posé exactement au même endroit. Je hurle. Je le prends et cours jusqu'à la rivière la plus proche. Je grimpe sur un pont, le jette de toutes mes forces, regarde le sac sombrer dans l'eau sombre. Je me sens libéré. Je rentre chez moi, épuisé, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain matin, en me réveillant, un frisson me parcourt l'échine avant même d'ouvrir les yeux. Je tourne lentement la tête. Le sac est là. Il m'attend. Cette fois, je n'ai plus de doute. Il ne veut pas partir. Et pire encore, il me possède. Je ne dors plus. Chaque nuit, je me réveille en sursaut, en sueur, hanté par un cauchemar récurrent. Je suis dans un cimetière. Il fait nuit. L'air est glacial. Je marche lentement entre les tombes, mais pas résonne dans le silence. Et puis, je le vois. Le vieil homme. Il se tient devant la tombe de mon père, droit immobile, le regard plongé dans le vide. Je veux lui parler, lui demander qui il est, ce qu'il me veut. Mais aucun son ne sort de ma bouche. Alors, sans détourner son regard des pierres tombales, il murmure d'une voix rauque. « Tu ne peux pas fuir. Ce sac est à toi maintenant. » Je me réveille en sursaut, le souffle court.
Mon cœur bat comme un tambour de guerre. Je ferme les yeux, secoue la tête. Ce n'était qu'un rêve, rien qu'un rêve. Mais en tournant la tête, je le vois. Le sac. Toujours là, toujours rempli de billets, toujours intact, comme si rien ne pouvait l'altérer. Et puis, le coup final tombe. Ce matin-là, Cynthia sort faire quelques courses. Elle veut respirer, s'éloigner un peu de cet enfer. Mais 1 heure plus tard, mon téléphone sonne. Un numéro inconnu. Je décroche, l'estomac noué. Une voix paniquée à l'autre bout du fil. « Vous êtes proche de Cynthia R ?» Mon cœur se serre. Oui, pourquoi ? Un silence. Puis elle a été renversée par une voiture. Un chauffard. Il roulait trop vite. On a fait tout ce qu'on a pu. Mon cerveau refuse de comprendre. Le téléphone tombe de mes mains. Je sors en courant. Je cours comme un fou, traverse les rues, manque de me faire percuter à mon tour. Et puis je la vois. Son corps, inerte sur le bitume, son sang qui coule. Cynthia. Cynthia, qui était tout ce qui me restait. Je me jette sur elle, je hurle son nom, je secoue son corps sans vie. Je la supplie de se réveiller. Mais elle est déjà partie. Les larmes brouillent ma vision. Mon esprit hurle. Je suis seul. Seul avec ce sac maudit. Et cette fois, il a tout pris. Je suis resté là, à genoux sur l'asphalte, tenant Cynthia dans mes bras alors que la vie l'avait déjà quittée. Le monde autour de moi s'était effondré. J'ai senti des bras me tirer en arrière, des voix me parler, mais je n'ai rien entendu. Mon esprit était ailleurs, perdu entre la douleur et une certitude glaciale qui s'enfonçait dans mes entrailles comme une lame. Cynthia était morte, et c'était de ma faute. Parce que je savais. Je savais depuis longtemps que ce sac n'était pas normal, que cet argent n'avait rien de naturel, que chaque billet dépensé réclamait un tribut en sang. Et pourtant, j'avais continué à l'utiliser. Peut-être que je m'étais convaincu que ce n'était qu'une coïncidence. Peut-être que, malgré tout, j'avais laissé une partie de moi se réjouir d'avoir un puits sans fond d'argent. Et maintenant, je payais le prix ultime. Tout ce que j'aimais avait été pris. J'ai erré dans la ville sans but, le visage vide, le cœur en miettes. Quand je suis rentré à l'appartement, il était là, le sac, posé sur la table, m'attendant, comme toujours, rempli de nouvelles liasses. L'odeur des billets était écœurante. Ils étaient frais, neufs, parfaits, comme si quelqu'un ou quelque chose les avait ajoutés pendant mon absence, comme une moquerie, comme une invitation à recommencer. J'ai eu un rire amer, presque hystérique. Ce sac ne m'appartenait pas, c'était moi qui lui appartenais. Je pouvais le jeter, l'incendier, l'ignorer, il reviendrait toujours, il ne disparaîtrait jamais. Parce qu'il avait trouvé son nouveau propriétaire, moi, et tant que je respirerais, il me suivrait. Je fixe le sac, mon souffle saccadé, mon cœur battant dans ma poitrine comme un tambour funèbre. Je sais ce qu'il attend, il veut que je l'ouvre, que je prenne encore ces billets maudits, que je laisse la malédiction continuer. Mais cette fois, je refuse. Je dois mettre fin à ça. Je quitte mon appartement en hâte, serrant contre moi la seule preuve de mon enfer. Ce sac indestructible, impossible, maudit. Je retourne là où tout a commencé, la gare routière. Là où j'ai fait mon erreur, là où j'ai scellé mon destin. J'interroge les employés, je décris le vieil homme avec précision, je montre sa carte d'identité retrouvée dans le sac. Rien. Personne ne se souvient de lui, comme s'il n'avait jamais existé. J'élargis mes recherches, je questionne les commerçants, les habitants de la petite ville où le bus s'était arrêté. Toujours rien. C'est comme si j'avais volé un sac à un fantôme. Un rire amer m'échappe. Il n'y a pas d'issue. Je pourrais fuir, changer de pays, m'exiler au bout du monde, mais il me retrouvera. Le sac reviendra toujours. Alors il ne me reste plus qu'une seule solution. Si je ne peux pas m'en débarrasser, si je ne peux pas l'échapper, autant disparaître avec lui. J'avance lentement vers un pont, le même où j'ai essayé de m'en débarrasser la première fois. Cette fois, je ne jetterai pas que le sac. Je grimpe sur la rambarde, le vide sous mes pieds. Un vent glacé fouette mon visage. Je serre le sac contre moi une dernière fois, puis je ferme les yeux et je me laisse tomber.